Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une des plus grandes épopées de l'exploration du système solaire. Lancées à la fin des années 70, les sondes Voyager 1 et 2 sont probablement devenues les sondes les plus célèbres de la courte histoire de l'exploration spatiale. Et à juste titre, profitant d'une conjonction de planètes exceptionnelles, elles ont glané une quantité d'informations incroyables sur les planètes externes du système solaire. Peut-être encore plus impressionnant, elles sont toujours actives aujourd'hui, 40 ans après leur premier pas dans l'espace. Au début des années 70, la NASA est en train de mettre un terme à son aventure lunaire, jugée trop coûteuse. L'exploration robotique des planètes du système solaire interne avance bien, malgré de nombreux échecs. Mais passé l'orbite de Mars, le mystère reste entier. Les 4 dernières planètes du système, des géantes gazeuses, doivent encore se contenter d'observations télescopiques. Cependant, depuis la fin des années 60, l'agence spatiale américaine planche sur un programme d'exploration des planètes du système solaire externe, dénommé Grand Tour. Le programme repose sur 2 découvertes qui viennent d'être réalisées dans les bureaux de la NASA. La première est la capacité d'assistance gravitationnelle de Jupiter. Michael Minovich, mathématicien au JPL, a en effet démontré au milieu des années 60 qu'il est possible d'utiliser la gravité de la planète pour accélérer une sonde spatiale. La seconde découverte arrive quelques années plus tard. Gary Flandreau, travaillant lui aussi au JPL, prédit une conjonction des planètes externes du système solaire. Elle permettrait d'utiliser le phénomène d'assistance gravitationnelle pour visiter toutes ces planètes avec une seule sonde. Mais il faut faire vite. La conjonction ne sera valide qu'entre 1976 et 1978. Si la fenêtre de lancement est loupée, il faudra attendre 176 ans pour retrouver ses conditions idéales. La NASA se met donc au travail, mais le début des années 70 marque une période de récession économique aux États-Unis. Et les budgets dédiés à l'exploration spatiale se resserrent. Le programme Grand Tour est annulé. Consciente qu'elle ne doit pas laisser passer sa chance, la NASA revient avec une proposition de mission au budget beaucoup plus serré, qui sera cette fois-ci approuvée. Le nouveau programme adopté prévoit en réalité l'envoi de 4 sondes vers le système solaire externe. Les sondes Mariner 11 et 12, qui seront plus tard rebaptisées Voyager 1 et 2, représentent le cœur de la mission. Elles emporteront avec elles les instruments les plus précis et coûteux. Mais la NASA est bien placée pour savoir que l'exploration interplanétaire est une activité très hasardeuse. Elle décide donc de l'envoi en amont des sondes Voyager de 2 autres petites sondes à bas coût, qui seront chargées d'une mission de reconnaissance vers Jupiter et Saturne. Il s'agit de Pioneer 10 et 11. L'agence spatiale américaine veut notamment évaluer les risques que représente la traversée de la ceinture d'astéroïdes et l'environnement jupitérien, avant d'y risquer les sondes du programme Voyager. Pioneer 10 et 11 sont donc tirées avec succès en mars 72 et avril 73. Les 2 sondes connaissent un franc succès. Elles sont tirées sur des trajectoires directes et battent des records de vitesse. Elles passent par exemple l'orbite de Mars en seulement 3 mois. Pioneer 10 est le premier objet humain à s'aventurer dans le système solaire externe. Elle atteint Jupiter en décembre 1973, après à peine plus d'1 an et demi de voyage. Ce sont les premières sondes de l'histoire à embarquer des RTG et donc à fonctionner grâce à un carburant nucléaire. Pioneer 10 ne survole que Jupiter, mais sa petite sœur, Pioneer 11, profite de son passage près de la géante gazeuse pour réaliser une manœuvre d'assistance gravitationnelle et se propulser ainsi vers Saturne. Moins bien équipées que les sondes Voyager, les sondes Pioneer embarquent tout de même quelques instruments. Elles peuvent donc communiquer les premières images rapprochées des 2 géantes et quelques mesures de leur milieu. La première découverte des 2 sondes, c'est que la ceinture d'astéroïdes est bien moins dangereuse qu'on ne le pensait. Les scientifiques de la mission estimaient la probabilité de collision à 10%. Mais finalement, aucun astéroïde ne sera détecté à moins de quelques millions de kilomètres de leur trajectoire. Pour le milieu jupitérien, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Les radiations émises par la géante gazeuse sont 10 fois plus puissantes qu'estimées, ce qui fait craindre pour l'électronique des 2 sondes.
Celles-ci réalisent leur survol sans encombre et peuvent même réaliser quelques photos des satellites des deux géantes gazeuses. Rassurés sur les défis qui les attendent, les ingénieurs de la NASA profitent de ces informations pour ajuster les instruments et la structure des sondes Voyager. Avec Voyager 1 et 2, on passe à la vitesse supérieure. Elles sont 3 fois plus massives et embarquent une charge utile bien plus importante que les deux pionnières qui les ont précédées. Elles profitent également d'une source d'énergie plus puissante et de meilleurs moyens de communication. Enfin, contrairement aux sondes Pioneer, Voyager 1 et 2 sont équipées chacune de 6 ordinateurs de bord. Bon, comparé aux standards d'aujourd'hui, ceux-ci sont forcément très rudimentaires. Mais à l'époque, c'était la pointe de la technologie. Les deux sondes décollent respectivement le 20 août et le 5 septembre 1977. Malgré leur nom, c'est Voyager 2 qui part la première. Bien que lancé plus tard, Voyager 1 adopte une trajectoire bien plus rapide que sa jumelle et arrive dans les environs de Jupiter 4 mois avant celle-ci. La sonde est en réalité tellement rapide que sa principale phase d'étude de la géante gazeuse ne dure que 2 jours. Cela lui permet tout de même de prendre des clichés et des mesures très détaillées de Jupiter et de certains de ses satellites. Pour la première fois, Io, Callisto, Ganymède et Europe révèlent les détails de leur surface au terrien. Cela permet de se rendre compte que Io possède une activité volcanique. Et c'est la première fois que des volcans sont observés en dehors de la Terre. Autre découverte, Jupiter possède de très fins anneaux. À peine le temps de s'émerveiller que Voyager 1 file déjà vers Saturne. La manœuvre d'assistance gravitationnelle réalisée auprès de Jupiter lui a permis d'accroître sa vitesse déjà prodigieuse de 14 km par seconde. Encore aujourd'hui, Voyager 1 est l'objet qui s'éloigne de la Terre le plus rapidement. Cette vitesse phénoménale lui permet de rejoindre Saturne en à peine plus d'1 an et demi. Le survol rapproché dure une dizaine d'heures. Un des principaux points d'intérêt du système saturnien est Titan, qui intrigue les scientifiques depuis déjà pas mal de temps. L'énorme lune est plus grande que Mercure. Voyager 1 avait à l'origine assez de carburant pour finir son tour du système par un survol de Pluton. Mais les chercheurs de la NASA sont tellement intéressés par Titan qu'ils décident de sacrifier ce carburant pour se rapprocher au plus près de la Lune. Mais l'atmosphère de la Lune est bien plus épaisse que prévu et opaque à la lumière visible. Voyager 1 ne possède aucun instrument capable de percer cette couche atmosphérique et le mystère reste entier. Des traces d'hydrocarbures sont cependant décelées dans cette atmosphère. Encore aujourd'hui, les observations de Voyager 1, complétées par celles de Hubble et de Cassini, poussent la NASA à faire de Titan une priorité d'exploration. Pour Voyager 1, l'exploration des planètes du système solaire s'arrête ici. La trajectoire de la sonde l'emmène à toute vitesse vers les confins du système solaire. En 1989, l'agence spatiale américaine charge Voyager 1 d'une mission d'étude du milieu interstellaire. Mission qu'elle remplit encore aujourd'hui, près de 30 ans plus tard. Voyager 2 de son côté est parti plus lentement, mais cette retenue a un but. Sa vitesse la place sur la fameuse trajectoire du Grand Tour, qui lui permettra de survoler successivement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le survol de Jupiter est notamment l'occasion de se rapprocher d'Europe. Sa surface scarifiée intrigue, et les observations de la sonde serviront de base à la théorie de l'océan liquide sous une couche de glace qui prévaut aujourd'hui. 22 mois plus tard, Voyager 2 arrive dans les environs de Saturne. La question du survol de Titan se pose encore, mais cette fois-ci, la NASA décide de conserver le carburant de la sonde. Le survol du système saturnien est l'occasion de prendre des clichés précis d'Encelade. La Lune surprend énormément les scientifiques. Aucun modèle ne permet d'expliquer qu'un corps si petit et froid puisse présenter une activité géologique. Cette découverte en fera une des cibles prioritaires de Cassini. En se dirigeant ensuite vers Uranus et Neptune, Voyager 2 part vers l'inconnu. Jupiter et Saturne avaient reçu la visite de 2 autres sondes avant elle. Mais elle sera la première à s'aventurer du côté des 2 dernières géantes gazeuses du système. En fait, même aujourd'hui, elle est la seule. Uranus et Neptune sont un peu les oubliés de l'exploration spatiale et aucun autre objet humain ne s'en est jamais approché.
Et il va sans dire que ces systèmes sont encore largement inconnus. Le survol d'Uranus permet de découvrir 10 nouvelles lunes à la géante gazeuse. Les quelques clichés qu'a pu prendre la sonde dévoilent des lunes sombres à la surface tortueuse. Elles semblent composées principalement de roches et de glace. Au final, on ne sait toujours pas grand-chose des 27 satellites naturels d'Uranus. Neptune représente donc la dernière destination de Voyager 2. À l'été 1989, la sonde s'approche à moins de 30 000 km de la dernière planète du système solaire. Malgré la faible énergie reçue du Soleil, la planète est bien active, avec des vents pouvant souffler jusqu'à 2000 km/h. La géante ne possède qu'un seul satellite d'importance, dénommé Triton. Tout laisse à penser que Triton est en fait une planète naine issue de la ceinture de Kuiper qui a été capturée par la géante gazeuse. Comme sa jumelle, Voyager 2 se lance à l'issue de ce survol sur une trajectoire interstellaire qu'elle poursuit aujourd'hui. Les 2 sondes du programme Voyager vont continuer de communiquer avec nous pendant encore quelques années, après quoi le plutonium de leur RTG ne sera plus assez radioactif pour alimenter leur instrument scientifique en énergie. Selon les définitions, on considère que Voyager 1 a déjà quitté le système solaire. Elle est en effet dans un milieu où le rayonnement cosmique l'emporte sur le vent solaire. 40 ans après leur départ, Voyager 1 et 2 continuent donc de nous faire explorer l'inconnu. Les 2 sondes, ainsi que leur éclaireuse Pioneer 10 et 11, sont maintenant sur des trajectoires interstellaires. Elles embarquent des messages à destination d'éventuelles civilisations extraterrestres, comme des bouteilles à la mer. On y retrouve quelques informations sur la civilisation humaine, les fameux Golden Records. Le programme Voyager est certainement l'une des plus belles pages de l'histoire de l'exploration spatiale. Et on attend toujours que d'autres sondes viennent prendre leur relais, notamment du côté d'Uranus et de Neptune. En attendant, Voyager 1 et 2 continuent de repousser les frontières de l'humanité. Et nous voilà déjà arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour partager vos questions et remarques. On pourra revenir sur vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources de la vidéo dans la description. Un énorme merci également aux tipeurs qui nous permettent de créer toujours plus de contenu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.